Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Le Canada s'interroge, devait acheter les avions F-35 de Boeing, de Lockheed Martin, et là se tourne peut-être vers des avions européens. Mais il s'est passé quelque chose vendredi aux États-Unis, là. Oui, on n'en a pas parlé en début de semaine. Ça reste que c'est une annonce importante, même si pour l'instant, ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction qui se prépare à décoller. On parle d'une nouvelle génération de chasseurs bombardiers potentiellement, les F-47, comme dans Fighter pour le F et 47, un matricule choisi par le président ou des gens qui voulaient sans doute le flatter dans le sens du poil. 47, donc comme 47e président. Oui, c'est ça. C'est le F. Trump qui va donc prendre l'air au cours des prochaines années. Avion développé par Boeing. En fait, c'était ouvert à plusieurs. C'est Boeing qui remporte le contrat. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça le dit, c'est une nouvelle génération d'avions, des avions qui seront des avions furteurs et qui vont se distinguer de tout ce qui a existé précédemment parce qu'on ajoute à la capacité du pilote ce qui va l'accompagner, des drones. On parle en français du SCAF, d'un système de combat aérien du futur. Aux États-Unis, c'est plutôt de Next Generation Air Dominance qui nous intéresse. Un avion qui pourrait donc être encadré par une escadrille de drones qui serait à ses côtés comme des ailiers tout à la fois défensifs et offensif, qui multiplie la capacité du pilote, qui multiplie évidemment la capacité offensive quand on pense à un scénario où il faut saturer l'adversaire. C'est particulièrement vrai si cet avion doit d'abord et avant tout livrer la guerre, peut-être, à la Chine dans une perspective où il y aurait un conflit autour de Taïwan. C'est vraiment la nouvelle génération. Mais c'est ça. Mais la question pour nous, c'est est-ce que quand nous on a commandé des avions, on va prendre livraison sur plusieurs années, est-ce que quand on va recevoir nos derniers modèles, ils vont être déjà obsolètes, ils vont être déjà des vieux avions d'une génération dépassée? Alors, pour l'instant, le F-35, c'est la fine pointe en matière de technologie aérienne militaire et on va les recevoir effectivement au cours des prochaines années si on change pas d'idée. Parce que si je t'en parle, c'est que dans le cadre de la campagne électorale, j'ai l'intuition que les enjeux de défense comme jamais vont être abordés. Il se trouve que M. Carney, juste pour bien montrer que nous étions souverains et capables de faire mal aussi aux États-Unis, a soulevé la possibilité qu'on remette en question le contrat, quoique on a pas mal déjà le bras engagé dans le tordeur. La version officielle, c'est que notre bras serait coincé dans le tordeur pour les 16 premiers seulement. Exact. Mais pour la soixantaine d'autres, non. La question, c'est est-ce que tu veux 16 F-35 puis ensuite changer de 60 rafales, puis là, ça te prend deux centres d'entretien, puis 2 technologies, puis 2... Ça ne fait pas sens. Et la question derrière ça, c'est est-ce que à terme, on va déjà être en retard si Boeing arrive à livrer la marchandise, parce que c'est une des variables importantes. Boeing, à ce jour, ne s'est pas beaucoup illustré depuis quelques années, en particulier dans le domaine de l'aviation civile, mais seront-ils capables de mieux faire avec cette nouvelle génération d'avions militaires qu'ils ne le font avec leur Boeing qui nous transporte, nous? Mais c'est parce que c'est pas bientôt, c'est pas dans 20 ans, d'autant que les Chinois ont déjà développé quelque chose, le J-36, dont on a vu dans le ciel 1 ou 2 exemplaires des avions très impressionnants qui pourraient faire la démonstration que les Chinois sont en train de faire à la technologie militaire ce qu'ils ont fait avec l'intelligence artificielle, avec DeepSeek, c'est-à-dire développer, si c'est pas avant les Américains, en tout cas dans la roue des Américains et peut-être à meilleur prix. Dans le cas présent, ils auraient quelque chose. Alors, ça n'a pas encore été testé, mais s'ils l'ont montré, c'est pour dire qu'ils étaient dans le coup. Cette nouvelle génération d'avions, comme pour annoncer aux Américains, on sera prêt. Mais est-ce que le combat aérien ou la défense aérienne va se définir de la même manière dans 5 ou 10 ans, compte tenu, si je te parlais des drones, c'était pas juste pour faire cute ce matin, c'est que c'est la prochaine, probablement, étape. Le pilote humain
est dépassé, va être dépassé par la capacité, évidemment, des drones à faire des choses que des humains pourront jamais encaisser, des vitesses, des manœuvres. Et combinés à l'intelligence artificielle pourront donner évidemment à ceux qui seront accompagnés de ces drones un potentiel létal extraordinaire. Alors si on n'est pas sur ça, est-ce que dans 5 ou 10 ans, alors tu me diras, contre qui allons-nous nous battre? Pas contre les Chinois demain matin, contre les Américains, bon, on le sait pas. Je vais conclure avec un beau mot. Je comprends que le nouveau concept, c'est que l'avion va être accompagné par un essaim de drone. Un essaim de drone, exactement. Et que nous, si on n'a pas avec nos F-35, si on n'a pas l'essaim de drone, on va se faire livrer des avions qui vont être obsolètes le jour 1. Mais ça, c'est un peu le problème des gouvernements. Tu sais, les gouvernements l'ont vécu avec les systèmes informatiques. Là, c'est que tu es tellement lent. Tu sais, entre le moment où tu fais ta commande, là, les fonctionnaires réfléchissent, puis là, font le modèle. Le jour où on te les livre, ils sont déjà passés date, là. Ils sont déjà dépassés. Ajoute à ça la capacité réglementaire des gouvernements. Par exemple, dans le cyberespace, est-ce que les gouvernements ne sont pas toujours à la remorque de développement de technologie quand on veut réglementer, quand on veut encadrer? Oui, la technologie va beaucoup plus vite que notre capacité, nous, humains et gouvernements en particulier, à faire consensus. Tu peux me parler de la Turquie? On parle pas souvent de la Turquie. M. Erdogan, l'homme fort, tout-puissant du pays. C'est parce qu'il se passe beaucoup de choses troublantes là-bas. L'homme fort, comme tu le dis, parce qu'il est vraiment fort. C'est pas un dictateur, d'autant qu'on essaie d'avoir de bonnes relations avec la Turquie. C'est un membre de l'OTAN. Lui, il joue sur tous les tableaux, M. Erdogan. Il est chum avec tout le monde. Il est chum avec tout le monde, mais il est d'abord et avant tout son meilleur ami. Il s'assure de rester au pouvoir comme les hommes forts savent le faire. Il a été élu pour la première fois premier ministre en 2003. Ensuite, a été élu président, a changé la fonction présidentielle. On est vraiment passé d'un régime parlementaire classique à un régime présidentiel sous la férule de M. Erdogan qui s'accroche, est à un 3e mandat, ne peut théoriquement pas se représenter et avait en face de lui un adversaire, maire d'Istanbul, la ville puissante, ancrée du côté européen de la Turquie. C'est un peu comme la Russie, c'est un pays qui est assis sur 2 continents, une porte sur l'Europe, le reste sur l'Asie, et le très nouveau, populaire maire d'Istanbul, je dis nouveau parce qu'il a été élu, je pense, la première fois en 2019, commençait à faire de l'ombre, avait l'ambition de ravir le pouvoir et de devenir le prochain président. Monsieur Erdogan n'aimait pas du tout cette menace. Il a été accusé la semaine dernière de corruption, emprisonné ce dimanche. Malgré tout, ses partisans sont allés voter pour qu'il soit le candidat désigné du parti en vue de ses futures élections. Parce que M. Erdogan, la corruption, c'est non. Ça n'existe pas, on le sait, c'est non. Et pour ajouter à la délicatesse, le maire d'Istanbul s'est vu retirer son diplôme universitaire où on le reconnaît plus. Tu me diras, on s'en fout. Non, parce que pour être candidat au présidentiel en Turquie, il faut que tu aies un diplôme universitaire. Donc, on fait tout pour le disqualifier. Là où c'est intéressant... Pour vrai, j'avais pas vu passer ça. Donc, ça prend un diplôme universitaire dans la constitution du pays pour être candidat à la présidence, puis lui, on lui a enlevé son diplôme universitaire. On le reconnaît plus parce que je pense que c'est à Chypre qu'il est allé faire sa formation. Mais là, c'est comme si la reconnaissance du titre ne marche plus pour les autorités turques, comme par hasard, alors qu'il devient un rival aux élections présidentielles et que ça le disqualifierait. Mais plus encore, le fait qu'il serait, lui, dans une affaire de corruption, il est déjà en prison. Et c'est des dizaines, des centaines de milliers de manifestants à Istanbul, sa ville. Il faut rappeler que c'était quand même aussi le point d'ancrage d'Erdogan, qui a d'abord été élu en 1994 maire d'Istanbul, ville, je le dis, européenne, fondamentalement importante parce que c'est la plus populeuse du pays, mais ces manifestations ont lieu partout dans le pays, y compris dans la capitale Ankara, et ça crée beaucoup d'instabilité dans un contexte où l'Ukraine, beau lapsus, la Turquie est un partenaire de l'OTAN, important dans une perspective où les Européens veulent s'assurer de pouvoir fonctionner sans les États-Unis s'il y avait un décrochage. Or, les Turcs, c'est la 2e armée en importance dans l'OTAN. On a besoin d'eux, ce qui fait que on donne beaucoup de marge de manœuvre à l'homme fort avant, disons, de reconnaître qu'il y a peut-être un problème démocratique en ce moment. Les Européens qui, encore une fois, ont une valse à 2 temps et sont souvent prompts à dénoncer les écarts démocratiques, mais quand ça fait leur affaire ou quand c'est quelqu'un avec qui ils sont en délicatesse, comme Erdogan, ils se disent
avant de le condamner trop fermement, on va lui donner une petite marge. C'est pour dire que la Turquie est très importante en ce moment et que, comme par hasard, on tourne pas le dos, mais on est moins préoccupé par ce qui ressemble vraiment à la méthode forte. Hey, il nous reste moins d'une minute, mais je veux t'entendre sur le spectacle. Excuse-moi, le procès de Depardieu. C'est un lapsus, ça? C'est un procès spectacle. J'ai vu hier sur ce qui est sorti de son avocat, l'ensemble de l'œuvre. Puis en même temps, il y a quelque chose de pas drôle parce que c'est comme des histoires d'agression, c'est une derrière l'autre. Mais là, c'est vraiment un cas récent là, de 2021 qui est traité. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Il y a évidemment consternation, comme si on pouvait être consterné de comportements qui remontent à il y a 25, 30, 40 ans. Je te ferai la suggestion peut-être demain quand on viendra à la fin de l'affaire que c'est aussi le procès d'une industrie qu'on devrait faire. Mais c'est vrai que dans le cas qui nous intéresse, c'est 2 plaintes pour agression sexuelle lors du tournage d'un film en 2021, Les Volets Verts. Et on voit justement arriver au tribunal Gérard Depardieu, le monstre sacré du cinéma. Première fois qu'il se retrouve devant ceux qui l'accusent, première fois qu'il est au tribunal, malgré toutes les affaires qu'il traîne, toutes les casseroles qu'il traîne. Son avocat qui était très remonté, très offensif hier en disant c'est des accusations qui sont absolument sans fondement. Nous allons en faire la démonstration. C'est un procès qui devait être très court. Ça pourrait se conclure aujourd'hui. Je pense que ça sera plutôt demain. Depardieu qui va prendre la parole. Ça va être la première fois qu'on l'entend depuis qu'il donc, il va témoigner lui-même. Les accusations. Il va témoigner. Et donc, je répète, c'est une vision très offensive des choses pour lui et sa défense. Où est-ce que ça va mener, je ne le sais pas. Mais derrière ça, et c'est l'enjeu, c'est tout ce milieu qui connaissait le personnage, qui l'a peut-être couvert, qui aujourd'hui plaide d'une certaine façon l'innocence, se dit surpris de ses comportements, se lave les mains. Alors, sera-t-il le bouc émissaire de gens qui, depuis 40 ans, sont ses complices? C'est une des questions qu'on peut se poser. Le pari que je fais, c'est que l'industrie va continuer à prospérer et va se laver les mains de tout ça en disant « Ah, c'est dommage, c'est déplorable. » Mais Gérard, finalement, il ne mérite que ce qu'il mérite. Ouais. Merci Stéphane. À demain.